Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8e journée des rencontres du développement durable 2021, intitulée Faisons 2030 dès 2022. On en parle jour après jour avec vous jusqu'au 14 octobre. Encore quelques étapes à franchir pour boucler ce Tour de France absolument incroyable. On est aujourd'hui toujours en direct depuis la Maison de l'Europe, mais co-organisé depuis Nantes avec Audencia. J'aurai le plaisir de passer la parole très rapidement à Christophe Germain, son directeur général, mais peut-être vous dire quelques mots de l'ambition des rencontres du développement durable. On est toujours inscrit dans ce cadre de la France en transition, porté par le ministère de la Transition écologique, qui a vocation précisément à fédérer toutes celles et ceux, individus ou organisations qui veulent participer à l'amplification de ce mouvement vers l'agenda 2030, vers les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et on s'inscrit également dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je vous rappelle, vous le recevez chaque jour par email, que ces rencontres du développement durable sont au service de nourrir vos réflexions pour participer activement à cette plateforme en ligne mise en place par l'Union européenne pour précisément réinventer les institutions et les politiques publiques de l'Union à l'heure où le développement durable est sans doute la première préoccupation des Français et des Européens, y compris dans la façon dont cela fait bouger les institutions. C'était l'objet de notre journée entière dédiée à l'Europe, co-organisée avec l'ENA le 30 septembre. On aura, je le mentionne, c'est tout particulier, la chance de recevoir en fin de journée le commissaire européen à l'environnement, Virginijus Sinkevicius, et j'espère que cet orateur-là, en tant que tel, aura l'occasion de vous donner envie de participer activement à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Mais pour revenir à cette journée passionnante que nous co-organisons avec Audencia, sur le thème de l'économie régénérative, c'est-à-dire précisément comment est-ce qu'on continue d'avoir un modèle soutenable qui ne se contente pas d'être neutre en carbone pour la nature, mais peut-être ambitionne quelque chose de plus grand, de régénérer les ressources naturelles de façon proactive. Nous allons pouvoir nous plonger dans les débats de ce jour, la nature muse de l'économie, la meilleure façon de protéger et régénérer les ressources naturelles, toujours une attention particulière portée au regard des générations futures, et on aura une note plus géopolitique avant de conclure sur précisément comment est-ce que cette question climatique devient un réel déterminant des relations internationales, des tensions géopolitiques, des problématiques de développement. On aura pour cela l'occasion de recevoir de très prestigieux intervenants, dont l'ancien commissaire de l'Union africaine chargé des questions de paix et de sécurité. Toujours autant d'orateurs prestigieux, d'intervenantes de grande qualité pour pouvoir délibérer sur le fond et vous donner de bonnes pistes. Et pour commencer, j'ai le plaisir de donner la parole à l'un de nos administrateurs à l'Institut Open Diplomacy, l'économiste Georges Dib, qui va nous donner quelques intuitions pour commencer cette journée. Bonjour Georges. Bonjour Thomas, bonjour à tous, merci et bienvenue. J'aimerais commencer par un chiffre, plutôt un pourcentage. 1%. C'est l'investissement dans les solutions fondées sur la nature qui représente seulement 1% de l'investissement prévu par les plans nationaux pour la reprise et la résilience, qui sont ces plans qui ont été présentés par les États membres de l'UE cette année à la Commission, dans le cadre, comme vous le savez, de près de 700 milliards d'euros de l'UE alloués à la reprise post-Covid. Alors, c'est en fait l'analyse de plus de 500 mesures dans les plans de 10 des 10 plus grands pays européens qui a mené à ce constat. Or, ces solutions fondées sur la nature peuvent à la fois participer à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, tout en apportant des réponses à plusieurs défis socio-économiques comme l'emploi ou la sécurité alimentaire, par exemple. Donc, dès lors, on est en droit de se demander, la nature est-elle paradoxalement la grande oubliée de la relance verte? Alors commençons d'abord par les bonnes nouvelles. Dans les plans de relance européens, plus d'une mesure sur deux, en fait 51% des investissements sont directement dirigés vers les secteurs qui sont liés à la lutte contre le changement climatique. C'est une formidable avancée et les premières analyses d'experts soulignent l'ambition de ces plans. Puisqu'en fait, l'exigence de la Commission européenne, c'était d'investir au moins 37% du plan national de relance et de résilience dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, ça a donné lieu à des plans prévoyant des investissements importants dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les transports à faible émission, l'industrie décarbonée, pour en citer quelques-uns. Mais plus de 2 tiers de ces mesures ont un impact sur le climat, c'est sûr, mais pas sur la nature et sur les écosystèmes.
Alors un peu de définition, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui, lors de la conférence de Copenhague en 2009, définit les solutions fondées sur la nature, Nature-Based Solutions en anglais, comme, je cite, des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Je cite toujours, elle s'appuie sur des écosystèmes afin de relever des défis globaux comme la lutte contre les changements climatiques, la gestion des risques naturels, l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire. Donc, quels exemples concrets de telles actions? Pour en citer quelques-uns, la restauration écologique, la restauration des paysages forestiers, la végétalisation des villes, l'agroforesterie ou encore la gestion intégrée des zones côtières pour réduire les risques de submersion marine grâce à la protection des écosystèmes littoraux, les dunes, les lagunes, les récifs coralliens, mangroves. Donc pour terminer, quels sont les avantages de ces solutions fondées sur la nature? D'abord, elles créent de l'emploi rapidement et elles nécessitent moins d'entretien permanent. Plusieurs études montrent que contrairement à la plupart des investissements climatiques, les SFN créent un grand nombre d'emplois très très tôt. Un peu moins sur le reste de leur durée de vie, mais très tôt lors de l'investissement. Puisqu'elles nécessitent un investissement en capital physique et humain plus important dès la première année, lorsque on doit restaurer les forêts, les zones humides par exemple, et elles nécessitent moins d'entretien permanent les prochaines années. Deuxièmement, ce sont des actions qui vont réduire les émissions en termes absolus, c'est-à-dire qu'en absorbant, en stockant et en séquestrant le carbone. Si on regarde d'autres interventions climatiques, d'autres politiques publiques qui réduisent les émissions, les véhicules électriques, les rénovations énergétiques, leur déploiement, leur production émettent du CO2. Les solutions fondées sur la nature vont aussi émettre un peu de CO2 pendant leur déploiement, mais dans une moindre mesure. Et ce qui est le plus important, c'est que ces mesures vont réduire du CO2, vont l'absorber, le séquestrer tout au long de leur durée de vie. Par exemple, dans le cas de la reforestation. Ce qui en fait l'une des politiques publiques les plus performantes du point de vue climatique. On pourrait citer un troisième avantage qui aujourd'hui nous paraît un peu anodin, mais ne le sera peut-être pas toujours, la distanciation sociale peut-être, puisque lors de la mise en place de projets en pleine nature, la distanciation sociale est respectée. Donc le défi est clair. Il faut replacer la nature et ses solutions au centre des politiques publiques climatiques et au cœur de la finance verte. Et c'est ce dont nous débattrons lors de cette journée cruciale des rencontres de développement durable, la journée Gérer et Régénérer, organisée en partenariat avec Audencia. Je vous souhaite à tous une excellente et passionnante journée. Merci beaucoup Georges. Et en effet, gérer et régénérer, c'est deux verbes qu'il est même difficile de prononcer côte à côte. Mais c'est bien parce que c'est difficile qu'on a choisi de le traiter avec une école aussi passionnante qu'Audencia. C'est la deuxième année consécutive que nous avons le plaisir de co-organiser ensemble les rencontres du développement durable. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Germain, professeur Christophe Germain, qui est le directeur général de cette école, qui va nous expliquer un petit peu l'ambition de ce partenariat dans un contexte où souvent vous dites, cher Christophe, que Audencia n'est peut-être pas la meilleure école des business schools, mais en tout cas elle ambitionne être la meilleure école pour le monde avec ce programme Gaïa que vous avez porté vous-même dans le plan stratégique que l'école a refondé récemment. Oui, bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, pour nous, c'était une évidence d'être partie prenante de cette nouvelle édition des rencontres du développement durable, dans la mesure où la responsabilité sociale de l'entreprise fait partie de l'histoire, de l'ADN de l'école, de la stratégie de l'école, et c'est une dimension que nous avons souhaité accentuer, renforcer dans le cadre du nouveau plan stratégique ECOS 2025. Alors comment? Eh bien en créant une école de la transition écologique et sociale, au sein de laquelle l'ensemble des étudiants de nos différentes formations, selon des pédagogies à géométrie variable, vont se former, vont suivre des enseignements pour développer des compétences en lien avec ces sujets. Nous avons signé un partenariat pour le développement de cette école, pour identifier les compétences que les étudiants vont devoir acquérir dans le cadre de cette école,
avec The Shift Project, qui va nous accompagner pendant 18 mois, scanner l'ensemble des cours de nos différentes formations pour identifier précisément, eh bien, entre guillemets, les trous dans la raquette et pouvoir participer à l'élaboration des enseignements qui vont permettre, comme je le disais, aux étudiants d'acquérir des compétences dans le domaine de la transition écologique et sociale. Cette école, elle est à l'intérieur d'Audencia, c'est le nouveau réacteur d'Audencia. Elle a pour vocation à accueillir un incubateur sur des projets entrepreneuriaux en lien avec cette thématique. Elle a pour ambition de développer des partenariats tant sur le plan local, national qu'international, et puis de délivrer également, comme nous l'avons fait par exemple dans certains domaines, des formations gratuites, parce que nous considérons aujourd'hui que un établissement d'enseignement supérieur comme Audencia, eh bien, fait partie de la chaîne de valeur sociétale. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il faut que nous apportions notre pierre à l'édifice dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. C'est passionnant, on pourra peut-être nous-mêmes faire connaître ces formations parce que précisément, on l'a dit tout au long de ces rencontres, avoir les compétences de la transition, c'est avoir les moyens de la transition et très clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup à réinventer. Je souligne que le Shift Project avec qui vous avez formé cette alliance est l'un des partenaires civiques de l'Institut sur ces rencontres du développement durable et sera notamment présent demain dans notre journée dédiée à la transition énergétique puisque c'est le cœur de métier, l'énergie du Shift Project. Christophe, est-ce que vous avez également d'autres ambitions, des projets nouveaux qui vont affiner encore ce projet stratégique majeur ou est-ce que avec ça, la rentrée, on est en plein mois de septembre, est déjà lancée et on avance comme ça? Alors, les projets majeurs, bien évidemment, tournent autour de cette école de la transition écologique et sociale. Mais bien évidemment, au-delà de cette école, eh bien, sur le plan institutionnel, Audencia a intégré la RSE encore plus dans ses différentes dimensions. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous allons généraliser une calculette carbone qui va être mise à la disposition de l'ensemble des étudiants de façon à mesurer leur empreinte carbone dans leur vie de tous les jours. Nous avons de nouveaux projets dans le cadre des chaires que nous développons en partenariat avec les entreprises, notamment la chaire Impact Positif, qui va continuer de fournir, de produire de l'expertise pour les entreprises. Et puis d'une façon générale, eh bien, nous avons engagé un vaste scan de notre organisation pour pouvoir identifier eh bien, les voies dans lesquelles nous pouvons encore progresser parce que bien évidemment, il y a, même si nous sommes engagés depuis un certain nombre d'années dans cette dimension-là, il y a bien évidemment des voies de progrès pour toujours continuer à nous améliorer. Merci beaucoup Christophe Germain. Je souligne qu'en mentionnant la chaire Impact Positif, nous aurons la chance de recevoir le titulaire de la chaire en question, le professeur André Sobczak, lors de la clôture de cette journée et qu'il est également votre délégué pour la RSE. Je le mentionne parce que Audencia est sans doute l'école qui a depuis le plus longtemps embrassé ces sujets de RSE au cœur de sa recherche et de son enseignement, en étant la première école aussi française à être partie du Global Compact des Nations Unies, qui fait également partie des partenaires des rencontres du développement durable. Peut-être une dernière question, Christophe. Est-ce que par rapport aux étudiants de l'école, parce que on voit que vous êtes pionnier depuis longtemps, on voit aussi que vous êtes moteur, là, je disais réacteur avec Gaïa. Vous n'êtes pas qu'en réaction, malgré la demande très forte des étudiants d'être toujours à la pointe sur ces sujets-là. Comment est-ce que vos étudiants, qui s'exprimeront aussi pendant la journée, quelle demande vous sentez du côté des générations futures qui sont chez vous ? Alors effectivement, la demande est de plus en plus importante. Ceci étant, nous on constate dans le cadre de l'accompagnement des étudiants, on constate en gros que lorsqu'ils intègrent l'école, Audencia, il y a environ un tiers de nos étudiants qui sont sensibles à ces sujets. Donc cela signifie que pour les 2 tiers restants, il importe que nous les éduquions, formions, que nous fassions émerger chez eux des interrogations, de la curiosité vis-à-vis de ces sujets-là, puisqu'on se rend compte qu'au terme de leur formation, eh bien, il y en a un pourcentage beaucoup plus élevé qui souhaite évoluer vers des métiers qui intègrent le sujet de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, c'est notre rôle, bien évidemment, de former, d'accompagner, de façon à
à sensibiliser également cette jeune génération qui demain va exercer des fonctions les conduisant à prendre des décisions et les sensibiliser à ces sujets. Et nous sommes au cœur de notre mission. Merci beaucoup Christophe. Et en effet, structurer tout un territoire, puisqu'un campus c'est souvent aussi une petite ville en soi, au cœur de Nantes et pas que, aussi présent en Chine. Éveiller les consciences avec celles et ceux de vos étudiants qui n'ont pas encore mis le doigt dans l'engrenage de la réflexion sur le développement durable, et on sait que cet engrenage peut aller très loin. Et enfin, poser des termes les plus intelligents possibles du débat public avec cette recherche passionnante que vous conduisez sur l'impact positif sur la nature comme faisant partie du capital à proprement parler économique, la chaire multicapitaux, vos travaux sur la RSE qui sont des travaux historiques et puis cette ambition de modernité, de se rénover régulièrement grâce à ce passage en revue co-organisé avec le Shift Project. Voilà de quoi être enthousiaste pour commencer cette journée, cette 8e journée des rencontres du développement durable co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec Audencia. On se retrouve à 9h35 pour la première table ronde de cette journée dédiée au thème « Gérer et régénérer ». La première table ronde porte sur la protection de la nature, des écosystèmes. Georges Dib a été éloquent tout à l'heure sur l'importance que cela a pour avoir une stratégie d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique qui soit de plus en plus efficace. On parlera évidemment de l'ODD 14 sur les écosystèmes terrestres et de l'ODD 15 sur les écosystèmes marins. À tout à l'heure, 9h35, rendez-vous pour la suite très bientôt.